Donc, quelle mutation du dialogue social dans le monde de demain? On va en parler 25 minutes et puis je vous propose d'avoir 20 minutes pour poser toutes les questions que vous souhaitez à nos interlocuteurs que je vous présente tout de suite. Muriel Pénicaud est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes ministre du Travail. Bien sûr, vous avez porté la loi qui a réformé le Code du travail à l'automne et d'autres depuis. Puis vous connaissez bien le monde du travail puisque notamment vous vous êtes occupé des ressources humaines à Danone, une grande entreprise pendant plusieurs années. Ylva Johansson est avec nous. C'est votre homologue, Madame Pénicaud, d'une certaine manière, ministre du Travail dans le gouvernement social-démocrate suédois depuis 4 ans, ministre aussi de l'intégration d'ailleurs. C'est un sujet important en Suède en ce moment. Et la Suède, il faut le noter, qui est à l'origine du Global Deal, qui est cette initiative, vous le savez sans doute, qui vise à inciter les entreprises, les syndicats, les gouvernements à promouvoir une croissance qu'on dit inclusive, c'est-à-dire qui ne laisse personne sur le côté de la route. Jörg Hoffmann est avec nous. Bonsoir Jörg. Il est le président, Jörg Hoffmann, d'IG Metall depuis 2015. IG Metall, c'est le premier syndicat allemand, 2 300 000 adhérents, et qui notamment s'est signalé comment dire, par une attitude assez combative l'automne dernier, puisque vous avez même mené des grèves assez dures pour obtenir des augmentations de salaire et aussi des aménagements du temps de travail que vous avez finalement obtenus en Allemagne. Et puis on a le plaisir aussi de dialoguer avec Paul Hermelin, le PDG de Capgemini depuis 2012. Capgemini, vous le savez sans doute, c'est une très grande entreprise française de conseil et de services informatiques, technologiques, numériques, numéro 1 français, numéro 6 mondial, 130 000 employés, 130 000 collaborateurs, présents dans une trentaine de pays et dans à peu près tous les secteurs. Voilà, pour les présentations, c'est Stéphane Carcillo, membre du Cercle des économistes, qui va en quelque sorte nous résumer les enjeux de ce débat. Stéphane. Merci beaucoup David. Je vais effectivement vous donner un peu le cadre dans lequel se place ce débat et vous rappeler les éléments de discussion. Alors, tout d'abord, je vais rappeler des éléments. Le sujet, c'est l'avenir du dialogue social. Donc, c'est quoi cet avenir? Et ce sont des sujets dont on a beaucoup discuté depuis hier ici à Aix, qui sont un peu inquiétants. Le premier de ces éléments un peu inquiétants, c'est que la globalisation ne convainc plus. Et je pense que c'est un élément essentiel à prendre en compte. On a une montée des protectionnismes dont on a beaucoup discuté. On a une crise des migrants en Europe qui inquiète beaucoup. On a également une montée des inégalités, pas seulement en Europe, mais dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Il faut imaginer que depuis 1995, les 1% des revenus les plus élevés ont augmenté de 50%, alors que le revenu médian n'a monté que de 15%, donc on a une vraie montée des inégalités. Donc le pacte social qu'on avait dans beaucoup de pays ne convainc plus. Deuxième source, je dirais, d'inquiétude, dont on discute aussi beaucoup ici à Aix, c'est le progrès technologique. On sait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, que pas mal d'emplois sont menacés par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, aussi par l'automatisation des usines et de pas mal d'endroits où on avait l'habitude de travailler de manière routinière. On estime aujourd'hui qu'un emploi sur 7 est menacé de disparaître dans les années qui viennent et un emploi sur 3 est susceptible d'être profondément modifié dans le contenu des tâches à effectuer par ces progrès technologiques. Et dans le même temps, un tiers des adultes dans les pays de l'OCDE ne maîtrisent pas des compétences de base qui permettent d'analyser l'information. Et donc ça, c'est effectivement un énorme challenge. Alors, que faire dans ce contexte où on voit une baisse de la confiance dans le système économique? Est-ce que le dialogue social peut être une solution?
Potentiellement oui, on sait que le dialogue social est quelque chose qui peut favoriser l'emploi, on sait que c'est quelque chose qui peut également favoriser la qualité des emplois et l'accès à la formation, notamment pour des catégories de travailleurs qui sont plus fragiles et désavantagés. On sait aussi que dans les entreprises dans lesquelles il y a des accords collectifs, il y a moins d'inégalités de salaire, donc effectivement il y a un potentiel pour le dialogue social afin de répondre à ces défis. Mais dans le même temps, ce dialogue social, il est soumis lui aussi à une grosse pression. Une grosse pression qu'on observe parce qu'il y a de moins en moins de salariés qui sont syndiqués dans nos pays développés. Depuis 30 ans, le taux de syndicalisation a baissé de 50%. Aujourd'hui, il y a seulement 1 salarié sur 5 qui est syndiqué en moyenne dans les pays de l'OCDE. Un autre signe de cette pression, c'est qu'en plus, on a de moins en moins de salariés qui sont couverts par des accords collectifs. On a environ 1 salarié sur 3 aujourd'hui qui est couvert par des accords collectifs. Il y a 30 ans, c'était un salarié sur 2. Donc on voit que le dialogue social est également mis sous pression. Alors pourquoi est-ce qu'il est mis sous pression? Aussi pour les mêmes raisons qui inquiètent les gens, hein, parce que les emplois dans le secteur manufacturier ont diminué. C'était typiquement des emplois où il y avait beaucoup de représentation syndicale, à la faveur de l'emploi dans les services, parce qu'il y a eu beaucoup de changements organisationnels dans les entreprises, parce que aussi une partie de la population est moins attachée au marché du travail, notamment les jeunes ont une relation un peu plus distante avec le marché du travail. Ce n'est pas forcément de leur faute d'ailleurs, ils sont soumis beaucoup aux aléas des contrats précaires. Alors dans ce contexte, les questions qu'on se pose, c'est tout d'abord comment relancer le dialogue social, qu'est-ce que peuvent faire les gouvernements, qu'est-ce que peuvent faire les partenaires sociaux, quelles initiatives ils veulent prendre pour relancer ce dialogue social. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que le dialogue social peut faire, une fois qu'il est relancé, pour répondre aux inquiétudes que j'ai soulevées tout à l'heure, pour répondre à cette question liée à l'adaptation aux nouveaux types d'emplois et aux nouvelles technologies, liées également à la question des inégalités. Quelles solutions peuvent être prises? Alors je pense qu'on a un panel ici tout à fait exceptionnel pour répondre à ces questions aujourd'hui, parce qu'on a une ministre suédoise. La Suède est un peu un des grands modèles de dialogue social dans le monde. La France, avec la ministre du Travail, qui a mené des réformes très importantes dans ce domaine récemment, et puis 2 représentants éminents des partenaires sociaux qui pourront nous faire part de leurs initiatives. Merci. Merci Stéphane. Merci, vous avez parfaitement dressé la toile de fond de notre débat. Donc entamons directement justement sur cette question du dialogue social, du dialogue syndical tel qu'on les connaît aujourd'hui. Je m'adresse à vous, Madame la Ministre, pour commencer. Muriel Pénicaud, est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Je pose la question volontairement de façon un peu abrupte. D'abord, je crois qu'on a besoin de syndicats, on a besoin d'organisations syndicales, pas simplement dans l'entreprise, dans les branches, au niveau national, mais de plus en plus dans un dialogue mondial. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la globalisation, la mondialisation, elle est de plus en plus rejetée par nos populations qui considèrent que finalement, il y a plus de menaces que d'opportunités. Ce n'est pas forcément vrai, mais c'est vrai qu'il y a des gagnants et des perdants. Et par rapport à ça, si nous n'avançons pas sur des formes diverses de dialogue social de l'entreprise jusqu'au plan international, eh bien, ça veut dire que la croissance sera de plus en plus refusée, la croissance mondiale, et donc ça aboutit et ça fait le lit des nationalistes, des protectionnistes qui sont mauvais pour le progrès social et mauvais pour le business. Alors, dans ce contexte-là, c'est d'ailleurs pour ça que le président de la République a annoncé au nom de la France que la France a adhéré au Global Deal en novembre dernier. Il y a un club d'entreprises françaises qui s'est créé tout de suite. Il y a déjà 18 grandes entreprises françaises et 4 des 5 syndicats qui l'ont rejoint. Et je crois que l'idée, c'est comment on articule la performance économique, la compétitivité et le progrès social. Je vais donner un exemple. Dans ce club où on partage des pratiques, j'ai pu, avant d'être ministre du Travail, j'ai eu une autre vie dans l'industrie. Chez Danone, on avait fait un des premiers accords mondiaux qui visait quoi? À ce que
100 000 personnes dans le monde, dans tous les pays émergents et dans les autres, aient accès à une protection sociale, une protection médicale. Eh bien, ça a permis un immense progrès social, ça a permis de sauver des vies, mais ça a permis aussi un progrès économique qu'on a mesuré, parce que le taux d'engagement a monté, l'absentéisme a baissé, les accidents du travail ont baissé, et donc il y a un ROI de l'investissement social. Et donc ça, c'est des objets nouveaux pour le dialogue social. On a aussi besoin du dialogue social pour des enjeux de société nouveaux. Stéphane Scario l'a rappelé, on a devant nous une mutation énorme du monde du travail. Non seulement les contenus des métiers, et ça c'est tout l'enjeu de la digitalisation, mais les formes d'organisation du travail, puisqu'on aura pu sa carrière toujours non seulement dans la même entreprise, mais sous le même statut. On passera de travailleur indépendant à salarié, à une autre forme demain. Et donc ça, c'est vrai que c'est un champ de réflexion sur comment on organise ces sujets, en étant à la fois sur les nouvelles protections et sécurités des personnes, qui ne seront pas forcément liées à un statut, mais plutôt aux personnes, et puis en même temps en organisant, en inventant certainement des nouvelles formes de dialogue social. Madame la ministre Ylva Johansson, la Suède fait un peu figure d'exemple en général quand on parle d'État social, mais quand on parle aussi de dialogue social. La Suède, comme tous les autres pays, elle voit le modèle du travail évoluer vers ce que Stéphane Carcillo appelait eh bien, le self-employment, l'individualisation, les auto-entrepreneurs, ceux qui travaillent sur les plateformes. Comment est-ce que la Suède parvient à maintenir un même niveau de dialogue social alors qu'on n'est plus dans le cadre traditionnel de la grande entreprise avec ses salariés? Thank you very much. I will try to answer that, but first let me say I'm very honored to be invited here. It's very nice to meet Muriel again. We met only a few days ago when you visited our political week in Sweden. That was very good. And we're very happy that France is on board on the Global Deal, so which is a global initiative from my Prime Minister trying to handle how to handle protectionism, nationalism, extremism. Of course, it's very, very difficult, but we think that one way is to do it through social dialogue and inclusive growth, and that's why the Global Deal is important. I must also say my national team just left the World Championship, so I'm a little bit sad now, but I promise Muriel I will go for France the whole way. On est désolé pour vous, mais la Suède a fait un parcours remarquable dans cette Coupe du Monde. Bravo. But something about how we work in the social dialogue in Sweden. We have, as you might know, a very strong role for the social partners. 90% of the labor market is covered by collective agreements. The social partner has a very important responsibility. The union density has gone down. It's now 70%. But that is still quite high. And we have, I think the answer why we are performing so well is that we have managed to have a win-win situation between economic growth and social protection. We don't see it as opposite. We don't say that we first must earn the money and then we can have the social protection. We can see it goes hand in hand. And we have almost 100% agreement in the Swedish labor market among unions, employees, companies, government, saying that we should not protect jobs, we should protect workers, individuals. We should. That's why we are welcoming new technology, globalization, artificial intelligence. Just bring it on. I mean, of course, we are not that well prepared, but the attitude is that we are more afraid of old technology than new technology. We would like to be competitive. And that's why we made this agreement saying that companies that are not competitive enough, sorry, but they have to go. Jobs that are not competitive enough, sorry, but we can't keep them. But to be able to do that, we need to have a strong social protection for the individuals. And that's made by an agreement between the government and the social partners. So me, as a labor minister, I am, of course, responsible for a good
unemployment benefits, a lot of money into public employment services, new opportunities to get into adult education, new training to get a new job. But the social partners has also agreed, and they are putting money by themselves into transition organizations so that they are financed by themselves, help for people who risk to lose their job already, to help them to find a new job. And 80% of them will find a new job, and they're also topping up some extra money on top of the unemployment benefit, so where people will have a good economic situation. And that means that they are getting into new job even before they get into my system with the public employment service. And I think one reason why we can do this is because also that the unions have representatives in all boards, or all company boards. So the unions can follow what's happening in the company, what kind of challenges does the company face, what kind of investments, what kind of competition, and that's also why there's a possibility to reach agreements to both be competitive, make necessary investments, maybe let some of the jobs go or transform into something else, but also to help individuals not being left out. So sometimes people talk about the Swedish model is so very extreme, but I must say it doesn't come without efforts. So it's crucial that we have a system where we can distribute the wealth quite equal in society, and so that the ordinary workers will benefit from globalization and new technology. Otherwise, we shouldn't, this doesn't work. Thank you. Thank you, merci. On retient que les syndicats participent même en finançant, c'est bien ce que vous avez dit, en participant au financement de ces dispositifs d'accompagnement vers les nouveaux emplois. Jörg Hoffmann, la IG Metall, c'est le syndicat par excellence qui vient à l'esprit quand on parle de la cogestion à l'allemande. Mais face à ces nouvelles formes économiques, qui encore une fois ne sont plus l'usine traditionnelle qu'on connaissait, comment est-ce qu'IG Metall arrive à représenter, à toucher aussi ces nouvelles populations qui ne travaillent plus forcément dans des grands ensembles pour perpétuer ce modèle social allemand? Comment est-ce que vous arrivez à les avoir, à les contacter, à les enrôler, si j'ose dire, dans le système? Je vais essayer de parler français. Merci à vous. Oui. Pas claquer avant. Alors, comme on arrive, je pense que c'est nécessaire, et à ce point, je ne suis pas d'accord si on parle d'une trajectoire de réduction de l'organisation des syndicats, parce que ce n'est pas une trajectoire qui est donnée. l'IG Metall gagne chaque année plus des adhérents, et c'est dans une industrie, comme vous dites, avec une dynamique de changement incroyable. Pourquoi on y fait ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de désespérance des gens également, quel emploi ils ont, au syndicat, pour avoir une sécurité que dans cette dynamique de changement, il y a une force qui peut jouer le dialogue social égal en égal, pas au niveau des yeux, entre capital et le salaire, et le salarié. Et ça, je pense, je veux dire, notre analyse est que si on veut avoir une transformation juste vers la société de la future, vers la société, vers les réalités du travail en futur, il y a même une nécessité de renforcer ces structures subsidiaires de la législation que l'État fait. Et ce sont les accords collectifs et c'est la condétermination au niveau de l'entreprise. Pourquoi? Parce que
la dynamique des processus de changement de la technologie. L'État n'est pas capable de suivre cette vitesse. L'État n'est pas capable de trouver les solutions exactes qui donnent ces solutions pour le seul monsieur, pour le seul ouvrier, pour le seul salarié dans les entreprises. Par ça, il a besoin de forts accords collectifs pour les branches. Et on doit avoir une force forte qui lutte pour les droits des salariés au niveau de l'entreprise. C'est les comités d'entreprise de notre système comme on le souhaite. Et ça veut dire un système subsidiaire entre ces trois niveaux, entreprise, accord collectif, législation. C'est plus que nécessaire pour le futur qu'on a une transformation juste et on peut emmener chacune de son poste de travail aujourd'hui vers son poste de travail demain. Et ça, ce n'est pas une question de headlines, ce n'est pas une question de programme politique, c'est une question qui se décide chaque jour dans chaque entreprise. Paul Hermelin, vous êtes, si j'ose dire, aux avant-postes pour observer toutes ces modifications dans l'univers du travail. Je le disais, vous êtes dans une trentaine de pays. Est-ce que vous pensez, vous, que dans un monde, et vous nous le disiez quand on a préparé ce débat, cet échange, dans un monde où on ne fera plus le même métier toute sa vie, où on ne sera plus dans la même entreprise toute sa vie, où on pourra être salarié pendant un temps, entrepreneur pendant un autre temps, est-ce que vous pensez que le dialogue social tel qu'il existe peut perdurer, encore une fois tel qu'il existe, ou est-ce qu'il sera forcément remis en cause ? Voilà. Je veux d'abord remercier le président Lorenzi pour m'avoir invité. Jean-Hervé est un vieux complice avec lequel nous avons collaboré, nous sommes disputés et donc au bout de 32 ans, nous voici ensemble. Merci. J'en viens maintenant, puis j'adresse à votre question. Première chose, c'est s'il y a des doutes sur la mondialisation, je ne sens pas de doute sur la technologie et sur la vitesse de la technologie. C'est-à-dire qu'il me semble que les comportements quotidiens montrent une ouverture des citoyens à des nouvelles formes de technologie et à une vitesse, le représentant de Ligue Métal en parlait, une vitesse incroyable de changement des produits que nous consommons, des modèles de production et des modèles d'organisation. Face à cette vitesse, nous sommes tous en quelque sorte pris de vitesse. Et Capgemini, nous sommes un agent de l'informatisation, de la digitalisation, donc quelque part, on contribue à ce que mon voisin de droite appelait cette transformation des emplois qui peut en supprimer, disait-il, 1 sur 7 et en tout cas en modifier 1/3. Nous ne sommes pas particulièrement pessimistes sur l'emploi à proprement parler. Je pense que les emplois vont plus changer de nature assez dramatiquement. Par contre, nous sommes convaincus que les emplois ne seront plus à vie et que les gens vont changer d'entreprise plusieurs fois dans une vie professionnelle et auront des phases où ils seront freelance, individuellement, auto-entrepreneurs, consultants, qui seront dans une situation non salariée. Or, tout le dialogue social a été construit autour du salariat. Et je pense que c'est le nœud principal de la pertinence du dialogue social dans une société digitale. Parce que les parcours qui sont, à mon avis, extrêmement riches, qui notamment incluent une densité de formation, une formation professionnelle d'une intensité jamais vue, parce qu'on va devoir changer plusieurs fois de travail dans une vie professionnelle, cette formation ne s'inscrit plus dans le cadre d'une entreprise, ni même dans le cadre d'une branche. Or, tous nos accords sociaux sont faits pour être dans une entreprise ou dans une branche. Donc il va falloir changer ça. Ma question, c'est quelle est aujourd'hui en France l'implication syndicale des gens en télétravail? Elle est très faible. Quand on a des systèmes de coworking, on constate que, évidemment, il n'y a plus de local syndical, le délégué syndical ne peut pas se promener dans les lieux de coworking. Donc on est devant un défi énorme de la représentation syndicale et de la représentation sociale. Or, il y a besoin plus que jamais de formes d'organisation qui comprennent un volet social. Et notamment, je le pense vraiment, par-dessus tout, la formation. Je le répète, les travailleurs changeront plusieurs fois d'activité dans une vie professionnelle.
passeront par des phases de salariat et par des phases de non-salariat, et c'est ça l'objet, le défi principal du dialogue social d'aujourd'hui et de demain. La parole à vous dans une seconde, mais je voulais simplement faire réagir Muriel Pénicaud à ce qui a été dit par sa voisine de droite tout à l'heure. Est-ce que vous rêvez, est-ce que vous imaginez qu'un jour on aurait en France un système d'accompagnement des salariés pour les compétences, d'accompagnement lors des périodes de chômage, qui soit co-géré avec les syndicats? Est-ce que vous en rêvez? D'abord, moi, je rêve d'une chose, c'est qu'on prenne assez fort collectivement, c'est-à-dire organisation patronale, syndicale de salariés et gouvernement. Je crois que c'est ce qu'on est en train d'initier. Dans la flexi-sécurité à la française qu'on est en train de bâtir, cet enjeu des compétences qu'évoquait Paul Hermelin et qu'évoquait Ylva. C'est crucial. Crucial pour notre compétition. On est des pays qui ne vont pas gagner en devenant low cost. On va gagner par la valeur ajoutée qu'on crée, par l'innovation, et ça, c'est directement lié au capital humain. Du point de vue de la compétitivité, il n'y a pas d'autre option que l'investissement dans la formation. En anglais, j'appelle ça upskilling. On a un sujet de upskilling the nation et de upskilling je m'excuse, je n'ai pas le mot français exact. Il faut toute une phrase pour le dire en français. Et puis il y a un sujet de aujourd'hui, qui sont les personnes au chômage en France? On a encore un taux de chômage très important, 9,2%. Mais il y a quasiment plus de chômage des cadres, il y a très peu de chômage des qualifiés. Par contre, il y a un taux de chômage extrêmement élevé des peu qualifiés. Et avec la digitalisation, l'automatisation, si on n'investit pas massivement ensemble, avec les partenaires sociaux, dans les entreprises, et de façon plus large, j'y reviendrai, eh bien, il y a toute une série de demandeurs d'emploi qui n'accéderont pas aux fruits de la croissance pour rejoindre le marché du travail. Mais on a aussi beaucoup de salariés d'aujourd'hui qui ont une qualification et qui se trouveraient déqualifiés dans 4 ou 5 ans, avec la moitié des métiers qui vont se transformer. C'est pour ça que dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est au débat au Parlement, d'ailleurs je salue les députés qui sont là entre deux sessions, si j'ose dire, et il y a un point très important, c'est qu'on veut, en plus de ce qui est négocié dans les entreprises et les branches pour la formation, on va créer un droit de formation, de choix de ces formations, de choix des compétences pour les 26 millions d'actifs. Et ça, c'est très important, c'est un sujet qu'on discute beaucoup au G7, au G20, c'est qu'on dit que les entreprises doivent être mobiles, mais il faut aussi aider chacun à être mobile, c'est-à-dire pas simplement subir, mais choisir en matière de toutes les évolutions qui vont arriver de compétences. Et ça va être... quand ça va se mettre en place, ça va être une révolution culturelle, j'ose dire le mot, parce que ça veut dire qu'il y a deux décideurs, il y a l'entreprise dans son dialogue social sur ces sujets, mais il y a aussi l'individu qui, grâce aux garanties collectives négociées avec les partenaires sociaux, a aussi son mot à dire, et ça je crois que c'est très 2018 et très années à venir. On ne pourra pas être considéré que les salariés n'ont pas leur mot à dire, ils vont juste en formation parce qu'on leur dit de le faire, parce que sinon ils vont perdre leur emploi. Non, il faut que ce soit aussi une liberté de chacun. Je vous interromps. Mon micro ne marche plus. Alors. Ah si, ça remarche. Je vous interromps, mais vous ne répondez pas tout à fait à la question. Là, on parle d'individus aidés par l'État et les administrations. Non. Mais est-ce que vous voyez les syndicats en France aujourd'hui prendre leur part de ce processus? C'est absolument pas l'État qui va financer ça, puisque c'est bien de l'argent mutualisé, c'est bien dans un cadre d'un dialogue social que ça se passe. Mais le dialogue social doit pouvoir permettre aussi des droits individuels qui sont, et je reviens à la formule suédoise, je pense qui est parfaitement juste, qui permet de protéger les personnes et de leur permettre d'appréhender le futur avec confiance et qui n'est pas lié uniquement à une entreprise, parce que sinon, eh bien, je dirais, on va enfermer, ça sera trop tard pour certains, lorsqu'il y aura des plans de reconversion massifs. Donc il faut aussi aider à ce que chacun puisse être acteur de son propre développement, et ça c'est de la mutualisation, donc c'est bien un dialogue social qui le permet. On va prendre une première question. Qui souhaite poser une question? Allez-y, là-bas, là-haut. Est-ce qu'il y a des micros? Je ne sais pas s'il y a des micros, sinon vous parlez fort, très fort. Qu'aujourd'hui, c'est surtout les États qui sont mis en concurrence. Alors, les États qui sont mis en concurrence par les multinationales, au début, ils avaient commencé à vendre l'impôt sur les sociétés. On voit que dans tous les États d'Europe, l'impôt sur les sociétés est en baisse graduellement. Et aujourd'hui, en plus de ça,
on voit que ça suffit plus et qu'il faut vendre autre chose. Et on a l'impression, en tout cas, qu'ils viennent et ils vendent les droits aujourd'hui, les droits gagnés des salariés. En tout cas, c'est une sensation. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu inéluctable et que dans ces conditions, c'est pas vraiment possible d'avoir du dialogue social. C'est pas vraiment possible d'avoir un compromis, puisque le compromis va être remis en question dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà, alors ce serait pour avoir une réaction. Comment vous concevez le dialogue social dans un contexte comme celui-ci qui pousse à toujours plus de compétition entre les États? Je propose Excusez-moi, en addition, vous dites que du coup on va individualiser le travail, on n'aura plus d'entité productive socialement stable dans le temps. Et du coup, comment on organise ce dialogue entre d'un côté une masse de salariés qui n'appartiennent plus à une entreprise de façon stable dans le temps et l'État ou l'entreprise qui, elle, à l'inverse, est plus stable que le salarié qui passe d'une tâche à une autre. Merci. Madame Johansson, je vous propose de répondre sur la première question qui était en clair, est-ce que le dumping social ou le dumping fiscal entre les États ne rend pas impossible le dialogue social qui vise à avoir une croissance plus inclusive? Sorry, but I missed the beginning of your question because of the translation without the microphone. So I tried to answer, but I'm more optimistic than you. I do think that we can handle this. Of course, we have challenges. And I mean, when it comes to social dumping and the competitiveness between countries, that's the reason why it's so important that we work together in the European Union with the social dimension, with the European Pillar of Social Rights, what was signed in the Social Summit in Gothenburg last year. That's why we initiated the Global Deal, how we can work globally on these issues. So of course, it's not coming without efforts. But I do also think that the situation right now is that we have more and more multinational companies, and they can also see unions in one multinational company is also doing things for workers in other countries. So with the globalization, things are also coming closer to each other, and that's also a good thing where we can actually help each other. So I'm very optimistic. I think that the situation we have right now, we can all feel as individuals, as citizens, but also, I guess, as CEOs of companies, that what's happening when the public opinion in countries ask for protectionism, nationalism, extremism, it's threatening us. Even it's not in our own country. And it's threatening the commercial the business case for different countries, and they can't solve it by themselves. Nobody can solve it by themselves. And as a social democrat, I think that's a good idea, because that's why we realize we have to solve it together and we have to cooperate. So of course we're gonna need investments, we're gonna need new initiatives and all that, but I can also see that I think that there is in many countries a wish for that kind of cooperation. Paul Hermelin, vous souhaitiez aussi répondre. Deux éléments de réponse. C'est une question très compliquée et on ne va pas la traiter en 3 minutes. La première, pour dire que vous avez peur que ce dialogue conduise à des remises en cause permanentes. Je voudrais dire qu'on est dans un monde où les entreprises sont remises en cause aussi, et les entreprises sont non seulement mortelles, mais meurent. Moi, je vous rappelle, pour ceux qui connaissaient le monde de l'entreprise, à la fin des années 90, General Electric était la première entreprise mondiale et de loin. GE est sorti de l'index américain, GE est coupé en morceaux, GE est en train de disparaître. Donc on a un monde mouvant dans lequel on doit trouver des formes de compromis social entre des entreprises qui sont elles-mêmes soumises à la compétition et qui peuvent mourir, et les salariés qui veulent, ou des salariés ou non salariés qui veulent protéger leurs droits. Et je vais ensuite faire une réponse que vous avez peut-être trouvée provocante, mais moi qui m'impressionne. Vous savez peut-être que Capgemini travaille avec beaucoup d'Indiens à bord. On a 200 000 salariés, dont 100 000 en Inde. En Inde, l'informatique était une chance inespérée de développement. C'est même la principale industrie du pays. Eh bien, ce pays adopte l'automatisation avec enthousiasme parce qu'ils ont le sentiment que s'ils perdent leur savoir-faire informatique, ils perdent
ce qui paye une énorme partie des importations indiennes. Donc ils ont embrassé l'automatisation et l'intelligence artificielle avec enthousiasme et nous avons l'an dernier multiplié par 4 nos efforts de formation dans ce pays pour rester à jour des technologies. Donc c'est de la mondialisation, c'est un pays qui émerge, c'est un pays qui a un taux de croissance parmi les plus élevés au monde, qui est en danger de voir sa pertinence dans le commerce mondial mise en cause et qui se bat avec tous les salariés pour le maintenir. Une autre question peut-être. Je pense qu'à la question de l'individualisation du travail et des entrepreneurs et du travail indépendant, on avait déjà bien répondu, notamment avec M. Hoffman. Une autre question, allez-y. Bonjour, je suis Dominique Giry, dirigeant d'entreprise optimiste et très ouvert. Et j'ai une question à poser à la ministre du Travail français et également à la ministre du Travail suédois. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'ose pas évoquer dans notre pays, c'est qu'on a une démocratie sociale faible, numériquement, fracturée et vieillissante. Ce n'est évidemment pas à l'État de régler ce problème-là, mais c'est une réalité quand on voit effectivement la difficulté qu'ont les jeunes à s'engager dans le mouvement syndical français. Donc la question à la ministre du Travail français, c'est quel constat vous faites, car ça touche à la fois les syndicats de salariés, mais aussi le patronat. Et la question pour la ministre suédoise, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme conseil et comme bonne pratique en Suède? Merci. Alors assez rapidement, s'il vous plaît, je voudrais qu'Jörg Hoffman réponde lui aussi sur sa vision de ce qui se passe en France de ce point de vue ensuite. Allez-y, allez-y, commencez. Oui, vous avez raison, on n'a que 8% de salariés syndiqués en France dans le secteur privé. En termes de taux de vote par participation aux élections, on est autour de 50%, à peu près comme dans les autres pays. On est un des taux de syndicalisation les plus bas. Alors, je pense qu'une des raisons, c'était parce que l'essentiel des discussions et des négociations se faisait au niveau interprofessionnel national et qu'en gros, on avait relativement peu d'espace de dialogue social dans l'entreprise et même dans la branche. Si on compare à tous les autres pays européens, comme souvent, on était le pays le plus centralisé. Centralisé, quel est l'intérêt d'avoir des heures et des heures et des heures de négociation dans l'entreprise quand vous avez peu de grains à moudre, quand on dit peu d'espace de dialogue social et économique. C'est ce qu'on a voulu permettre de transformer. Je dis permettre, ce n'est pas la loi qui transforme, mais elle donne le cadre qui permet aux acteurs syndicaux et entreprises de transformer en ayant beaucoup plus de contenu et de grains à moudre au niveau de l'entreprise et aussi de la branche pour que ça vaille la peine, je dirais, de s'engager syndicalement, ça vaille la peine de s'engager dans le dialogue social. C'est une révolution qui va mettre du temps, mais je pense qu'elle est engagée et c'est ça qu'on va suivre de très près. Madame Johansson. Thank you. Let me first say we can see these new forms of organizing work. It's we have companies in Sweden. The new form is that they try not to pay taxes. They try not to protect the workers' working condition or working environment. They do not pay decent wages. It's very important to remember this is not modern. This is the old-fashioned. So if we're going to welcome the new ways of organizing work, it's very important with the working conditions, and that's why the public support is important. For in Sweden, for example, new platform economy companies, when they agree on collective agreements, that's a good way of them to achieve people who would like to buy things from them, because then they are the good ones. So this is important also with the public support of collective agreements. But I think you're asking one important issue about the unions. The unions have to modernize, and I must say in my country they do, but they do face a lot of different challenges, of course. For example, there are a lot of unions in my country, they organize self-employed people into the unions. That's a way. Not all of them, but many of them. It depends on different branches. Another challenge that they are facing, that a lot of, especially young people or those who are entering the labor market, they start working in a job, but they plan
to go to another job, to another profession. And that's why they're hesitating to organize in their first profession, because they would like to transfer to another profession. And this is, of course, the way that's good, that people can go from one job to another. But it's a challenge for unions, because they used to organize each profession in each union. So this is one of the challenges that is very much discussed in my country. How can we help people to unionize even if they're not going to stay in that specific profession? Monsieur Hoffmann, votre regard sur le syndicalisme à la française, entre guillemets, par rapport au syndicalisme à l'allemande et notamment au syndicat que vous représentez, qui est un syndicat massif, permettez-moi l'expression. Je dois être un peu diplomatique, comme ça, je ne parle non, pas non, des non, vous syndicats pouvez y français. aller, vous savez, on est habitué à un langage direct, vous pouvez y aller. Non, je veux dire, un rapport de syndicat allemand, c'est un terroir plus calme. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que les syndicats doivent changer, et on est dans un processus de changement assez grave les dernières 10 années. Qu'est-ce que sont les meilleurs, le plus important point? Numéro 1, nous avons une politique qui prend beaucoup fort à la participation des gens. Ça veut dire, par exemple, notre accord qu'on a trouvé depuis cette année, un rapport des horaires de travail. Avant, c'était une grande processus de discussion et une pôle où 600 000 des adhérents ont participé. Ça veut dire que les syndicats doivent être ouverts pour la discussion ouverte. Il va prendre les sujets qui sont au milieu de la société. Par exemple, les questions de la flexibilité individuelle, c'est une question qui est au milieu de la société et on doit être un point de réfléchir ces questions. Comment on peut soulever ça dans un capitalisme et qui est capitalisme? Et d'autrement, prochain point, et premier point, participation. Deuxième point, être ouvert pour les différentes situations que les salariés ont. Quelqu'un qui travaille dans un type d'équipe sur la chaîne d'assemblage, c'est complètement une autre forme d'employé comme un ingénieur dans un réseau de recherche. Mais si on est proche là, si on est juste là où les gens sont par syndicat, et ça, pour ça, on a besoin de syndicats forts. Comme ça, je n'ai pas de problème. Notre adhérent sont à peu près la structure des emplois qu'on a dans l'Allemagne. Et ça, ce message est nécessaire pour être la force qu'on a aussi la confiance. La confiance qu'elle gère les choses dans cette transition vers un rapport de la digitalisation. Alors, on arrive au terme, mais une toute dernière question rapide, s'il vous plaît, et puis une réponse qui sera forcément assez rapide aussi. Bonsoir, pour Madame Pénicaud. Est-ce que vous pensez qu'avec l'élection du nouveau président du MEDEF, Monsieur Roux de Bézieux, vous allez pouvoir gagner votre bataille sur tout ce qui est contrat court et donc faire que le bonus et le malus pour les entreprises qui abusent de ce système et fait que pour des jeunes, ils n'ont que des contrats courts. Donc est-ce que vous êtes très attaché à ce problème et vous le défendrez jusqu'au bout pour faire une vraie révolution sociale? Parce que qui dit contrat court qui diminue dit meilleure sociabilité. Réponse de Madame Pénicaud, puis Monsieur Hermelin nous dira peut-être un mot là-dessus aussi. Deux choses. Premièrement, il y a un engagement de campagne du président de la République, c'est effectivement de lutter contre la précarité excessive avec un système de bonus-malus. Je ne rentre pas dans le détail. Donc oui, c'est sur l'agenda social. Mais je voudrais à cette occasion-là rebondir sur un point précédent. Les mutations
notamment technologiques qui arrivent, qui amènent ces immenses besoins en matière de formation, de conduite de changement, d'accompagnement certain. Ça veut dire qu'il faut évoluer dans les organisations syndicales, mais aussi dans les organisations syndicales patronales, parce qu'il va falloir qu'on embrasse ça tous ensemble. Paul Hermelin. Le bonus-malus. Bon, premier point, nous, dans notre métier, on n'utilise quasiment pas de CDD. Hein. Les salariés chez Capgemini sont en CDI parce que quand on investit dans la technologie, on investit pour longtemps. Alors, deux questions. Je pense d'abord qu'en France, j'écoutais la radio qu'il y a une immense proportion de CDD de quelques jours. Donc je me dis qu'à ce moment-là, on doit probablement trouver des formes juridiques pour ne pas parler dans les mêmes conditions de ces CDD revolving pour les jeunes qui rentrent dans le marché du travail et les CDD de quelques jours. On ne parle pas de la même chose. Hein. Il y a les emplois saisonniers, il y a le fameux mythe du contrat de mission, je ne sais pas où c'en est, mais je pense en effet, à titre personnel, et je ne représente absolument pas ni le MEDEF ni M. Roux de Bézieux, qu'une différenciation doit être faite entre les employeurs qui peuvent s'engager et les employeurs qui ne peuvent pas s'engager, en tenant compte quand même que ceux qui ne peuvent pas s'engager sont souvent en situation précaire et qu'on ne veut pas forcément les pousser à disparaître. Donc il faut faire attention. Il y a probablement une distinction à faire, mais sans mettre en cause la viabilité de certaines boîtes qui sont fragiles. Ce n'est pas un sujet simple, mais Capgemini n'y recourt pas. Merci. On est au terme de cet échange. Merci beaucoup à vous quatre d'y avoir participé.